Je m'appelle Margot Laurent. J'ai 32 ans et je travaille de nuit comme opératrice d'appel d'urgence au 112 en périphérie de Lyon. Je pensais donc savoir à quoi ressemblait la véritable panique. J'avais tort. À 5 heures du matin, 3 petits coups faibles m'ont tiré d'un sommeil profond. Ils n'étaient pas assez forts pour représenter une menace, mais ils étaient assez lents pour me nouer la poitrine avant même que je n'atteigne le couloir. J'ai attrapé mon téléphone, regardé la caméra du Porsche et j'ai vu une petite silhouette debout sous la lumière, vacillant comme si la moindre rafale de vent allait la faire tomber. Quand j'ai ouvert la porte, mon neveu Léo était sur mon palier, vêtu d'un fin sweat à capuche, de baskets trempées et d'un pantalon de jogging, raidi par le froid. Ses lèvres étaient bleues. Ses doigts étaient recroquevillés contre sa poitrine. Il faisait 0 degré Celsius dehors, mais le vent rendait l'air plus tranchant, plus cruel, comme s'il avait des dents. Je l'ai tiré à l'intérieur avant que ses genoux ne lâchent. Il a essayé de parler, mais sa mâchoire tremblait si fort que les mots sont sortis brisés. Ils m'ont laissé. Guillaume a changé le code. Je l'ai enveloppé dans des couvertures, j'ai d'abord réchauffé son torse et j'ai appelé le SAMU avec la même voix calme que celle que j'utilisais au travail, même si la rage me consumait déjà. Léo n'arrêtait pas de s'excuser, comme si le fait de survivre l'avait rendu coupable. Pendant que je prenais son pouls, mon téléphone a vibré, un message de Céline me demandant si je l'avais vu, suivi quelques secondes plus tard par un de mon frère Guillaume, m'accusant d'avoir enlevé son fils. J'ai regardé la vidéo de ma sonnette, puis l'enfant frigorifié sur mon canapé, et je n'ai répondu à aucun des deux. J'ai sauvegardé un fichier et je l'ai envoyé directement au brigadier-chef Nicolas Perrin. L'ambulance sentait le caoutchouc antiseptique et l'air d'Yves emprisonné dans des vêtements mouillés. Léo était assis, enveloppé dans 2 couvertures thermiques, ses mains tremblant tellement que l'ambulancier a dû tenir la compresse chauffante près de sa poitrine au lieu de le laisser l'agripper. J'étais assise à côté de lui, une main sur son épaule, écoutant le moniteur biper tout en me forçant à respirer comme s'il s'agissait juste d'un autre appel d'urgence et non de ma propre famille en train de s'effondrer sous mes yeux. Le brigadier Perrin nous a suivis à l'hôpital femme-mère-enfant de Bron et a attendu que le médecin dise que Léo était assez stable pour répondre à des questions simples. Il s'est accroupi près du brancard et a parlé doucement, mais Léo a quand même tressailli en voyant l'uniforme. Je lui ai dit qu'il était en sécurité. C'est la première fois que ses yeux se sont remplis de larmes. Pas quand ses pieds le brûlaient à cause du froid. Pas quand l'infirmière a coupé ses chaussettes mouillées. Seulement quand j'ai prononcé le mot sécurité. Il a chuchoté que Guillaume et Céline avaient quitté la maison à 16h12 la veille pour un séminaire d'entreprise dans une station de ski à Courchevel. Guillaume lui avait dit qu'il y avait un plat surgelé dans le congélateur du garage et qu'il serait rentré avant 22h30. Céline lui avait dit de ne pas faire d'histoire, avait coupé le Wi-Fi de sa tablette et avait ajouté qu'à 10 ans, on devait apprendre l'indépendance. Léo a dit qu'il les avait regardés partir dans leur SUV noir pendant que la lumière du Porsche restait allumée, comme si la maison faisait semblant que quelqu'un s'en souciait encore. Vers 20h30, il a commencé à avoir mal au ventre parce qu'il n'avait pas mangé de vrai repas de la journée. Il a d'abord essayé le réfrigérateur, mais il n'y avait que de l'eau gazeuse, de la bière et une vieille barquette de sushi qui sentait le rance quand il l'a ouverte. Alors, il est allé dans le garage pour trouver le plat surgelé dont Guillaume avait parlé. La porte reliant le garage à la maison s'est refermée derrière lui. Quand il a essayé de rentrer, la serrure connectée a clignoté en rouge. Il a retapé le code. Rouge à nouveau. Rouge. Il a appelé Guillaume 3 fois et Céline 2 fois, mais personne n'a répondu. Puis son téléphone s'est éteint. Il a attendu dans le garage parce qu'il était terrifié à l'idée que Guillaume rentre furieux s'il appelait le 112. Au début, il s'est assis sur une vieille couverture de déménagement près du congélateur. Puis, il s'est recroquevillé à côté d'une pile de pneus. Le froid a traversé le sol en béton et s'est insinué dans ses os. À 4h10 du matin, il a dit qu'il ne sentait plus ses orteils. C'est à ce moment-là qu'il a choisi la seule personne qui, pensait-il, pourrait lui ouvrir une porte. Il a marché presque 3 km jusqu'à mon appartement, bravant les trottoirs verglacés et un vent assez fort pour le pousser sur la route. Toutes les quelques minutes, il s'arrêtait sous un lampadaire parce qu'il pensait que s'il tombait dans le noir, personne ne le verrait. Le temps que nous arrivions aux urgences, sa température corporelle était suffisamment basse pour que le médecin prononce les mots hypothermie modérée. Le docteur Antoine Chevalier l'a examiné et a constaté une déshydratation, un épuisement, un début de gelure sur ses orteils et des ecchymoses sur ses tibias, que Léo a justifié en disant qu'il s'était cogné dans le noir. L'infirmière a demandé quand il avait pris un repas complet pour la dernière fois.
Léo m'a regardé avant de répondre, hier, à la cantine. Cette réponse a changé l'atmosphère de la pièce. Le brigadier Perrin a arrêté d'écrire pendant une demi-seconde, puis a appuyé son stylo plus fort sur son carnet. Le docteur Chevalier a ordonné des analyses de sang, un traitement de réchauffement et une évaluation pédiatrique complète. Quand l'infirmière est sortie, Léo a attrapé ma manche avec ses doigts faibles et a chuchoté, « S'il te plaît, ne laisse pas papa se fâcher contre moi. » J'ai regardé cet enfant qui avait failli mourir de froid parce que les adultes de sa vie se souciaient plus d'une fête que de sa survie. Et je lui ai dit la seule vérité que je pouvais lui promettre, ce n'est pas de ta faute. Pas une seule seconde. Mon téléphone a encore vibré. Guillaume avait envoyé 5 messages, tous plus furieux les uns que les autres. Céline en a envoyé un qui disait « On sait que tu lasses, Margot. Ne rends pas les choses compliquées. » J'ai regardé le brigadier Perrin, j'ai ouvert le fichier de ma sonnette et je le lui ai envoyé sans dire un mot de plus. Il a regardé les 10 premières secondes, puis son visage s'est figé, de cette manière que je reconnais lors des appels d'urgence, quand l'opérateur comprend soudain que la situation est pire que ce qui a été signalé. Il m'a demandé si j'avais d'autres preuves. J'ai répondu, pas encore. C'est alors que les portes automatiques de l'hôpital se sont ouvertes au bout du couloir. Guillaume et Céline sont entrés, portant encore leurs vêtements de la veille, ayant l'air furieux plutôt qu'effrayés. Guillaume m'a vu avant de voir Léo. Cela m'a tout dit. Un père dont l'enfant a été retrouvé à moitié congelé aurait dû courir vers la salle de soins. Guillaume a réajusté son manteau de créateur, a balayé le couloir du regard pour voir s'il y avait des policiers, et a marché droit vers moi, comme si j'étais la crise qu'il devait gérer. Céline le suivait, perchée sur des bottes à talons, vêtue d'un manteau crème qui semblait bien trop propre pour quelqu'un qui était censé avoir cherché son enfant toute la matinée. Son maquillage était coulé, mais pas à cause des larmes. C'était le genre de bavure qui vient quand on s'endort dans une voiture après avoir trop bu. Guillaume a baissé la voix en arrivant à ma hauteur. « Qu'est-ce ce que tu leur as dit ? Pas est-ce qu'il va bien ? Pas où est mon fils ? Qu'est-ce ce que tu leur as dit ? » Je l'ai dévisagé jusqu'à ce que le silence le mette mal à l'aise. Céline l'a contourné et a porté une main à sa poitrine, donnant déjà son spectacle pour les infirmières qui observaient depuis leur poste. « Nous avons été morts d'inquiétude », a-t-elle dit assez fort pour que tout le couloir l'entende. Léo est confus quand il est contrarié. Il fait des fugues parfois. C'était le premier mensonge. Le brigadier Perrin est apparu à mes côtés et leur a demandé de le suivre dans une salle de consultation privée. Guillaume a affiché un sourire crispé et a déclaré qu'il s'agissait d'un simple malentendu familial. Puis, il s'est tourné vers l'infirmière et a dit que Léo avait toujours été hypersensible, cherchant toujours l'attention, faisant toujours des drames quand on lui disait non. J'ai vu le visage de l'infirmière se durcir. Le personnel médical s'est repéré un mensonge, même quand il sent le parfum de luxe. Céline a sorti son téléphone et a fait semblant d'envoyer un SMS, mais j'ai vu le cercle rouge d'enregistrement se refléter dans la vitre derrière elle. Elle filmait. Guillaume s'est penché vers moi pendant que le policier parlait à une autre infirmière. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher » a-t-il chuchoté. « Tu vis seul dans un T2 minable et tu réponds au téléphone pour gagner ta vie. Tu crois vraiment qu'un juge va te confier mon fils parce qu'il a fait un caprice et qu'il a eu froid ?» Mes mains voulaient trembler, alors je les ai croisées dans mon dos. Il a continué. « Tu as toujours été jalouse. Jalouse de la maison. Jalouse de l'argent. Jalouse que papa m'ait confié les investissements familiaux et pas à toi. » J'ai failli rire. Notre père avait fait confiance à Guillaume parce que Guillaume avait convaincu un homme mourant que l'arrogance était une preuve de caractère. Céline a élevé la voix près du poste de soins, disant qu'elle n'arrivait pas à croire qu'un membre de la famille puisse utiliser un enfant comme arme contre ses propres parents. Puis elle a publié la vidéo. Je l'ai su parce que mon téléphone a commencé à vibrer avec des notifications de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Sa story l'a montré le visage larmoyant dans le couloir de l'hôpital avec la légende « Certaines personnes attendent qu'une tragédie familiale éclate pour voler ce qu'elles n'ont jamais pu construire elles-mêmes. » Elle n'a pas encore utilisé mon nom de famille, mais elle n'en a pas eu besoin. Guillaume a vu les notifications et a souri comme s'il venait de reprendre le contrôle. Puis la porte de la chambre de Léo s'est ouverte. Le docteur Chevalier est sorti et leur a annoncé que Léo n'était pas prêt à recevoir des visites avant que l'ASE et la police n'aient terminé leur première évaluation. Le masque de Guillaume est tombé. « Laz » a-t-il dit d'un ton sec. « Pourquoi l'aide sociale à l'enfance est-elle impliquée ?»
Le brigadier Perrin a répondu avant le médecin. Parce que votre fils de 10 ans a été retrouvé sur un palier à 5 heures du matin, présentant des signes d'hypothermie après avoir été enfermé à l'extérieur de chez lui pendant plusieurs heures. Guillaume m'a pointé du doigt. C'est elle qui l'a emmené. Elle a toujours voulu me faire passer pour le méchant. Demandez-lui pourquoi elle avait sa caméra prête. Demandez-lui pourquoi il est allé chez elle et pas chez un voisin. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Mais je ne me suis pas défendu. Pas parce que j'étais faible. Parce que j'avais appris, après des années à gérer les appels au 112, que les coupables finissent par s'enfermer eux-mêmes dans leurs mensonges quand on les laisse combler le silence. Céline s'est avancée vers la porte de Léo et a essayé de bousculer l'infirmière, appelant son nom avec une voix mielleuse qui m'a donné la chair de poule. Léo l'a entendu et a commencé à pleurer dans la chambre. Pas un cri fort, un son effrayé et brisé. Le docteur Chevalier a bloqué l'entrée avec son corps et lui a dit de reculer. Elle a craqué. Je suis sa mère. Le docteur Chevalier a répondu, alors comportez-vous comme tel et arrêtez d'enregistrer dans mon couloir. Céline s'est figée. Le brigadier Perrin a regardé son téléphone. Êtes-vous en train de diffuser en direct ou d'enregistrer cette interaction ? A-t-il demandé. Elle a nié trop vite. Il lui a ordonné de ranger son téléphone. La voix de Guillaume est devenue glaciale. C'est du harcèlement. Je connais du monde. J'ai des avocats. Le policier l'a regardé et lui a dit, vous allez en avoir besoin. C'est à ce moment-là qu'une femme en manteau bleu marine est apparue près du poste des infirmières, tenant un dossier en cuir. Elle s'est présentée comme Monique Rousseau, enquêtrice pour l'aide sociale à l'enfance. Elle n'a pas souri à Guillaume. Elle ne s'est pas adoucie pour Céline. Elle a déclaré que le rapport médical, le rapport de police et la déclaration de l'enfant suffisaient à déclencher une évaluation d'urgence du domicile. Le visage de Guillaume est passé de la colère au calcul. Celui de Céline, de la comédie à la panique. Monique les a regardés tous les deux et a dit « Nous allons chez vous maintenant ». Guillaume a essayé d'empêcher l'évaluation avant même qu'elle ne commence. Il a dit que la maison était une propriété privée. Il a dit que Léo avait exagéré. Il a dit qu'il voulait la présence de son avocat. Monique Rousseau l'a écouté avec la patience d'une femme qui avait entendu toutes les versions possibles de la même excuse, puis lui a expliqué que la procédure d'urgence permettait à LAS d'évaluer l'environnement familial lorsqu'un enfant était hospitalisé pour suspicion de négligence grave. Le brigadier Perrin se tenait à ses côtés sans ciller. Guillaume a fini par donner l'adresse avec les mouvements raides d'un homme habitué à ouvrir la porte à des invités de marque, pas à des enquêteurs. Je n'ai pas été autorisé à entrer pendant la perquisition officielle, alors j'ai attendu à l'hôpital avec Léo pendant que les personnes qui pouvaient changer son avenir pénétraient dans la maison où on lui avait appris à se sentir comme un fardeau. Plus tard, le rapport de Monique décrirait les choses dans un langage clinique et professionnel. Mais le brigadier Perrin a dit assez pour que je comprenne la vérité. De l'extérieur, la villa de Guillaume dans les Monts d'Or semblait parfaite. Caméras intelligentes au-dessus du garage, allées chauffantes, fenêtres anti-givre, une cuisine assez grande pour accueillir 30 personnes, une cave à vin vitrée brillant comme une exposition de musée. Mais le réfrigérateur était presque vide. 2 bouteilles de champagne, 6 canettes de seltzer alcoolisé, un bocal d'olive, de la crème périmée et une moitié de barquette de nouilles si vieilles que le couvercle était bombé. Le garde-manger contenait de la poudre de protéines, des mélanges pour cocktails, des biscuits apéritifs rassis et rien qui ressemble à de la nourriture pour un enfant. La chambre de Léo était pire, parce qu'elle n'était pas en désordre de la façon dont les chambres d'enfants le sont normalement. Elle était vide. Un matelas posé au sol, une fine couverture, un panier à linge avec des vêtements trop petits pour lui, pas de manteau d'hiver à sa taille, aucun livre à part des cahiers d'école aux pages vierges, une lampe fêlée. Monique a tout photographié. Puis elle a inspecté le garage. Il n'y avait pas de chauffage, juste un radiateur d'appoint débranché sur une étagère, encore emballé dans du plastique comme s'il avait été acheté juste pour faire illusion. La porte intérieure avait une serrure connectée. La porte de service extérieur avait un verrou manuel placé trop haut pour que Léo puisse l'atteindre sans grimper. Il y avait des rayures près du cadre, de petites marques à hauteur d'enfant, comme si quelqu'un avait essayé de tirer dessus à plusieurs reprises. Le brigadier Perrin est allé à la maison d'à côté pour parler au voisin, Monsieur Arthur Bellec, un ancien postier qui vivait dans cette rue depuis assez longtemps pour savoir quelle famille souriait en public et hurlait derrière ses vitres. Monsieur Bellec a déclaré qu'il avait vu Léo seul de nombreux soirs pendant que Guillaume et Céline sortaient.
Il avait vu le garçon traîner des sacs de bouteilles en verre jusqu'à la poubelle de tri avant l'école. Une fois, il avait vu Léo assis sur les marches du porche, mangeant du beurre de cacahuète à la cuillère. Quand il lui avait demandé si tout allait bien, Léo avait répondu que Céline avait oublié de faire les courses, mais que son père disait que se faire livrer était trop cher pour les feignants. Monsieur Bellec avait signalé ses inquiétudes à l'école une fois, mais Guillaume avait débarqué en costume cravate et avait fait passer tout le monde pour des idiots de l'avoir remis en question. Les dossiers scolaires confirmaient tout. Des repas sautés à la cantine, de la fatigue en classe, pas de gants en hiver, et des notes répétées indiquant que Léo sentait la cigarette le lundi matin, bien que Guillaume ait insisté sur le fait que personne ne fumait chez eux. À midi, Monique est revenue à l'hôpital avec un visage impassible mais un dossier accablant. Elle m'a annoncé que Léo resterait sous le coup d'une ordonnance de placement provisoire et qu'un placement intrafamilial serait envisagé, mais seulement si mon appartement passait l'inspection immédiatement. Immédiatement signifiait que je n'avais pas le temps de paniquer, pas le temps de pleurer, pas le temps de me demander si j'étais prête à devenir le seul adulte de confiance dans la vie d'un enfant. Mon appartement était un T2, avec un canapé affaissé, une petite table de cuisine avec une seule chaise, et des cartons de mon dernier déménagement que je n'avais jamais déballé. Il y faisait chaud. C'était propre. Mais chaud et propre ne suffisait pas pour LASE. Léo avait besoin d'un lit, de vêtements, de nourriture, d'un endroit sécurisé pour les médicaments, de fournitures scolaires et de la preuve que je pouvais lui offrir une stabilité. Je me suis mise dans un coin calme du couloir de l'hôpital et j'ai ouvert l'application de ma banque. Le chiffre sur l'écran était insultant. J'avais quelques économies, mais pas assez pour payer un avocat et équiper un appartement. Alors, j'ai fait une liste. Ma vieille Peugeot 208 en premier. Je pouvais prendre le bus pour aller travailler. L'appareil photo que j'utilisais le week-end en deuxième. La guitare que mon père m'avait laissée en troisième. Celle-là m'a fait mal. C'était la seule chose lui appartenant que Guillaume n'avait pas essayé de s'approprier, mais une guitare ne peut pas réchauffer un enfant. Un souvenir peut rester dans un placard. Léo, lui, ne pouvait pas dormir dans le froid. À 15 h, j'avais vendu l'appareil photo à un collègue, mis la voiture en ligne sur le bon coin et appelé maître Diane Vasseur. Une avocate spécialisée en droit de la famille dont on prononçait le nom à voix basse parce qu'elle était très chère et redoutablement efficace. Son assistante m'a dit que les seuls frais de consultation équivalaient à mon loyer. J'ai répondu que je serais là avant la fermeture. À 17 h, je suis entré dans le bureau de Diane avec les notes médicales, des captures d'écran des publications de Céline, la vidéo de la sonnette et la promesse de payer la provision dès le lendemain matin. Diane a regardé les 30 premières secondes de la vidéo sans ciller. Quand la voix tremblante de Léo a résonné depuis mon téléphone, disant changer le code, elle a mis la vidéo en pause et a levé les yeux. Elle a dit, obtenez l'historique de la serrure connectée. Si ces données existent, votre frère est fini. Cette nuit-là, j'ai monté un lit simple avec des mains couvertes d'ampoules. J'ai rempli mon réfrigérateur jusqu'à ce que les étagères ressemblent à une promesse et j'ai placé une couverture bleue au pied du lit parce que Léo m'avait dit un jour que le bleu le calmait. J'ai dormi 30 minutes par terre à côté, puis j'ai été réveillé par un appel de Diane. Sa voix était vive, alerte, presque satisfaite. Margot, a-t-elle dit. L'entreprise de la serrure a répondu à la réquisition judiciaire urgente. Vous devez entendre ça. La première chose que Diane m'a dite, c'est de ne pas réagir de manière émotionnelle en entendant les données. C'est comme ça que j'ai su que c'était grave. Elle avait passé 22 ans dans les tribunaux. Si elle me prévenait de rester calme, c'est que la vérité était pire que ce que Léo avait déjà enduré. L'entreprise avait conservé l'historique d'activité avant que Guillaume ne puisse rien effacer de l'application. À 21 h 47, alors que Guillaume et Céline étaient dans leur station UP à Courchevel, le code de la porte d'entrée a été modifié à distance depuis le téléphone de Guillaume. L'ancien code, celui que Léo connaissait, a été supprimé. Un nouveau code a été créé. Il n'y avait aucune trace du partage de ce nouveau code avec l'appareil de Léo. À 22 h 11, l'ancien code a été tapé sur la porte intérieure du garage. Accès refusé. À 22 h 14, tapé à nouveau. Refusé. À 22 h 26, tapé à nouveau. Refusé. Après cela, plus rien jusqu'à 4 h 58 du matin, lorsque la caméra de ma porte a filmé Léo titubant sur mon palier. Diane a laissé le silence s'installer assez longtemps pour que les faits s'imprègnent dans mes os. Puis elle a déclaré, ce n'était pas un dysfonctionnement. Ce n'était pas un enfant confus.
C'était un adulte modifiant l'accès à la maison et laissant délibérément l'enfant enfermé à l'extérieur. J'ai eu envie de jeter mon téléphone à travers la pièce. À la place, j'ai regardé Léo, endormi dans le lit d'hôpital, une main glissée sous sa joue, le visage paraissant plus jeune en dormant qu'il ne l'était éveillé. Aucun enfant ne devrait avoir l'air soulagé d'être dans un hôpital. Le brigadier Perrin est venu récupérer la copie officielle du registre cet après-midi-là. Il a regardé les entrées horodatées, puis a repassé la vidéo de ma sonnette. La caméra avait capté plus de choses que dans mes souvenirs. La voix de Léo était faible, mais claire. Il disait, ils m'ont laissé. Il disait, Guillaume a changé le code. Il disait, j'ai essayé et essayé, ça ne voulait pas s'ouvrir. Le fichier que j'avais envoyé à la police n'était plus seulement la preuve que Léo était venu me chercher seul. C'était le premier témoignage honnête d'un enfant avant que les adultes ne puissent l'effrayer pour le faire taire. Guillaume et Céline ont dû sentir le vent tourner parce que Céline a changé de tactique à la tombée de la nuit. Elle a lancé un live depuis la chambre d'amis de sa mère. Visage pâle, yeux rouges, cheveux coiffés pour avoir l'air décoiffé, mais toujours parfait. Je n'ai regardé que parce que Diane m'avait dit de tout enregistrer. Céline a raconté à ses milliers d'abonnés que sa famille était détruite par une belle-sœur aigrie qui avait toujours détesté son mariage. Elle a affirmé que Léo était un enfant fragile, manipulé par une femme désespérée de se sentir importante. Elle a dit que Guillaume était un père aimant, un pourvoyeur, un homme puni parce qu'il faisait confiance à la technologie moderne, et que la technologie tombait parfois en panne. Les commentaires se sont divisés en temps réel. Certains la qualifiaient de courageuse. D'autres demandaient pourquoi elle était dans une station de ski pendant que son fils gelait. Céline a pleuré plus fort quand les questions sont devenues plus incisives. Puis elle a donné mon nom, mon prénom, mon lieu de travail, ma ville. Elle a demandé aux gens de prier pour que je retrouve une conscience et que je rende un enfant à sa vraie famille. Dans l'heure qui a suivi, mon téléphone professionnel a commencé à recevoir des appels. Les gens me traitaient de kidnappeuse, de menteuse, de femme seule volant le fils d'une autre. Un correspondant a dit que les opératrices du 112 comme moi ne devraient pas être autorisées à approcher des enfants. Ma superviseure, Sabine Roux, m'a convoqué dans son bureau avant mon service et a fermé la porte. Je m'attendais à de la peur. Je m'attendais à une mise à pied. Au lieu de cela, elle a posé une copie imprimée de la publication de Céline sur le bureau et a dit « Notre service juridique est déjà en train de conserver tout ça. Tu n'es pas suspendu. Tu es protégé. » Pour la première fois en 2 jours, j'ai failli pleurer. Mais le véritable tournant est venu de quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. À 23h36 cette nuit-là, Diane m'a transféré le message vocal d'un homme nommé Thomas Morel, l'un des collègues de Guillaume qui avait assisté au séminaire d'entreprise. Sa voix tremblait. Il a dit que Guillaume avait bu près du bar, plaisantant sur le système domotique de sa maison. Guillaume s'était vanté de pouvoir changer chaque serrure de chez lui depuis l'autre bout de la France. Quelqu'un avait plaisanté en disant que son gamin devait se sentir comme un prisonnier. Guillaume avait répondu, seulement quand il oublie quitter la maison. Puis il avait ouvert l'application et changé le code pendant que les gens regardaient. Thomas a dit qu'il pensait que Guillaume frimait simplement. Il ne savait pas que Léo était seul à la maison. Il ne savait pas que l'enfant serait privé de chaleur jusqu'à ce que l'histoire éclate. Diane a agi vite. Au matin, elle avait la déclaration sous serment de Thomas, l'historique de la serrure, la vidéo de ma sonnette, le rapport médical du docteur Chevalier, les conclusions de LAS de Monique, et le direct de Céline. Lors de l'audience en référé, Guillaume est arrivé avec un avocat pénaliste qui avait l'air assez cher pour rendre les gens normaux nerveux. Céline portait une robe noire et tenait des mouchoirs comme des accessoires de théâtre. Ils s'attendaient à un débat. Diane leur a donné une chronologie. 16h12, les parents partent. 21h47, Guillaume change le code à distance. 22h11, accès refusé à l'enfant. 22h14, de nouveau refusé. 22h26, de nouveau refusé. 4h58, l'enfant apparaît sur mon palier en détresse médicale. Puis elle a diffusé la vidéo. Le tribunal est devenu silencieux au son des dents de Léo claquant à travers le haut-parleur. Céline a baissé les yeux. Pas Guillaume. Il fixait l'écran comme s'il détestait cette caméra d'avoir dit la vérité. Le juge aux affaires familiales a validé le placement provisoire chez moi, a interdit à Guillaume et Céline de contacter Léo, et leur a ordonné de ne pas parler de lui ou de moi publiquement. Céline a hoché la tête comme si elle comprenait. 3 heures plus tard,
elle publiait une autre vidéo disant que des personnes corrompues lui volaient son fils. À l'heure du dîner, le brigadier Perrin m'a appelé pour me dire que Céline avait violé l'ordonnance de protection. À minuit, la femme qui m'avait traité de personne toxique dans le couloir de l'hôpital était en garde à vue. Le procès principal a eu lieu 6 semaines plus tard, par un matin si froid que les vitres du tribunal semblaient givrées sur les bords. Léo a demandé s'il devait voir Guillaume. Je lui ai dit que non. Diane lui a expliqué que le juge avait pris des dispositions pour qu'il attende dans une pièce séparée avec un éducateur, à moins qu'il ne décide du contraire. Léo a hoché la tête, serrant la balle anti-stress bleue que le docteur Chevalier lui avait donnée lors d'une visite de contrôle. Il n'a pas voulu entrer dans la salle d'audience. Jen était reconnaissante. Les enfants ne devraient pas avoir à s'asseoir devant des adultes pour prouver que leur douleur est réelle. Guillaume et Céline étaient déjà assis quand je suis entré. Guillaume portait un costume anthracite, mais l'assurance qui le rendait autrefois puissant semblait maintenant fragile. Céline portait un ton beige doux et n'avait pas de maquillage, à part du mascara. Le genre de look conçu pour murmurer l'innocence sans avoir à le dire. Leur avocat a commencé par qualifier l'incident de malentendu tragique causé par la technologie, la météo et un enfant effrayé qui a pris une mauvaise décision. Diane n'a pas objecté. Elle a simplement écrit quelque chose sur son carnet et a attendu. Quand son tour est venu, elle s'est levée sans aucun drame. C'est ce qui la rendait terrifiante. Elle n'a pas élevé la voix. Elle ne les a pas insultés. Elle a construit une cage avec des faits et a laissé Guillaume y entrer tout seul. D'abord, le docteur Chevalier, qui a expliqué l'hypothermie, la déshydratation et l'épuisement de Léo. Il a témoigné qu'un enfant de 10 ans en bonne santé n'atteint pas cet état après une brève marche dans le froid. Les symptômes correspondaient à une exposition prolongée avant même que la marche ne commence. L'avocat de Guillaume a essayé de suggérer que Léo était fragile ou inhabituellement sensible. Le docteur Chevalier l'a regardé et a répondu « Le froid affecte les enfants plus vite que les adultes, mais la négligence les détruit bien avant que la météo n'ait l'occasion. » Puis vint Monique Rousseau. Elle a décrit le réfrigérateur, le garage, la serrure, le matelas, le manque de vêtements adaptés, les signalements de l'école et la déclaration du voisin. Guillaume a fixé la table la plupart du temps. Céline s'est tamponné les yeux chaque fois que le juge regardait dans sa direction. Monique n'avait que faire. Elle a déclaré que le foyer était financièrement aisé mais fonctionnellement dangereux. Cette phrase a frappé plus fort qu'une insulte. Arthur Bellec a témoigné ensuite. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il racontait avoir vu Léo emmener les bouteilles au tri sélectif et s'asseoir devant la supérette en mangeant des sandwichs bon marché comme s'il se cachait par honte. Il a dit avoir entendu des fêtes bruyantes, vu le SUV de Guillaume partir tard le soir, et observé Léo déblayer la neige seul avant l'école. Quand l'avocat de Guillaume a demandé pourquoi il n'était pas intervenu plus tôt, la voix d'Arthur s'est brisée. Il a répondu « Parce qu'ils m'ont fait croire que j'imaginais des choses. » C'est ce que les gens avec de belles maisons savent faire. Le juge a pris des notes. Ensuite, Diane a appelé Thomas Morel. Le visage de Guillaume a changé. C'était la première fois qu'il avait l'air effrayé. Thomas a témoigné que Guillaume avait changé le code de la serrure depuis le bar de la station, montré l'application à ses collègues et plaisanté sur le fait de contrôler sa maison de n'importe où. L'avocat de Guillaume a essayé de présenter cela comme une démonstration technique n'ayant rien à voir avec Léo. Diane a affiché l'historique sur l'écran du tribunal. L'horodatage correspondait à la déclaration de Thomas. Les données de localisation correspondaient à Courchevel. Les tentatives infructueuses correspondaient à la chronologie de Léo. Diane a demandé à Thomas si Guillaume semblait assez sobre pour comprendre ce qu'il faisait. Thomas a hésité, puis a répondu que Guillaume était ivre, mais pas confus. Il savait qu'il changeait le code. Il s'en fichait juste de ce qui allait se passer. Le direct de Céline a suivi, la vidéo a rempli l'écran avec son visage larmoyant, ses accusations, mon nom, mon lieu de travail, et sa demande que ses abonnés fassent pression sur les personnes qui m'aidaient. Diane a fait pause au moment où Céline m'a traité de déséquilibré. Puis elle a affiché l'ordonnance de protection signée 3 heures avant que Céline ne publie à nouveau. Le juge a demandé à Céline si elle avait compris l'ordonnance quand elle l'avait reçue. Céline a chuchoté oui. Alors pourquoi l'avoir violée ? A demandé le juge. Céline a dit qu'elle était sous le coup de l'émotion. Le juge a répondu que l'émotion ne dispensait pas d'une décision de justice. Guillaume a finalement pris la parole quand le juge lui a demandé directement pourquoi Léo n'avait pas reçu le nouveau code. Il a répondu « Mon fils savait très bien qu'il ne devait pas sortir.
Il aurait dû rester là où il était. La salle d'audience a semblé retenir son souffle d'un coup. Diane la regardait. Où était-il censé rester, monsieur Laurent? La bouche de Guillaume s'est pincée. Dans le garage, jusqu'à notre retour. Diane a attendu une seconde parfaite. Dans un garage non chauffé, par des températures glaciales, de 22 heures jusqu'au matin. Guillaume a réalisé ce qu'il venait d'avouer, mais c'était trop tard. Le juge s'est rencogné dans son fauteuil, le regard glacial. Monsieur Laurent, votre défense semble être que votre enfant aurait dû endurer le danger que vous aviez créé, mais en silence. C'est à ce moment-là que l'atmosphère a basculé. L'argent de Guillaume, son costume, son poste prestigieux et sa belle voix polie ne pouvaient plus le protéger. La vérité avait éclaté devant tout le monde, et elle était encore plus laide que ce que ses mensonges avaient laissé supposer. Le juge a statué que Léo resterait sous ma garde, que Guillaume et Céline n'auraient aucun contact non supervisé, et que LAS engagerait la procédure de retrait de l'autorité parentale en attendant le procès pénal. Guillaume a frappé la table du poing et a crié « C'est mon fils !» Depuis la pièce attenante, par la porte entr'ouverte, la petite voix de Léo a répondu avant que quiconque ne puisse l'arrêter « Alors pourquoi tu n'as pas ouvert la porte ?» Personne n'a bougé. Même Guillaume a eu l'air d'avoir été physiquement frappé par ces mots. Céline s'est mise à sangloter, mais personne ne s'est précipité pour la consoler. À la sortie du tribunal, des journalistes attendaient parce que Céline avait elle-même rendu l'affaire publique. Guillaume a essayé de cacher son visage. Céline a essayé de parler, mais le brigadier Perrin s'est interposé entre elle et les caméras. Le soir même, l'entreprise de Guillaume l'a suspendu. À la fin de la semaine, il a été licencié pour utilisation d'outils domotiques liés à l'entreprise dans une conduite mettant en danger un enfant. Céline a perdu ses partenariats les uns après les autres. Ses abonnés, qui louaient autrefois son image de belle-mère parfaite, ont fouillé dans ses vieilles vidéos et ont remarqué ce que tout le monde avait manqué jusque-là. Léo en arrière-plan, préparant le dîner. Léo portant le linge. Léo tressaillant quand Guillaume haussait le ton. Leur image de famille parfaite s'est effondrée parce que la vérité n'a pas besoin de crier. Il a suffi qu'elle soit diffusée une fois au tribunal. Le procès pénal a pris 8 mois. Et pendant ces 8 mois, Léo a appris à quel point le sentiment de sécurité met du temps à devenir crédible. Au début, il dormait avec ses chaussures à côté du lit, puis sous le lit, puis à l'autre bout de la pièce. Une nuit, je les ai trouvées dans le placard où se rangent les chaussures, et je suis resté dans le couloir les larmes aux yeux, parce que la guérison ne s'annonce pas toujours à grand bruit. Parfois, elle ressemble à un enfant qui croit enfin qu'il n'aura plus à s'enfuir avant le lever du soleil. Guillaume a plaidé coupable après que Diane ait déposé une plainte au civil qui aurait exposé encore plus de dossiers financiers, de messages et de témoignages. Il a été condamné pour mise en danger de la vie d'autrui, négligence criminelle sur mineur et intimidation de témoins. Le juge l'a condamné à 18 mois de prison ferme, 5 ans de mise à l'épreuve à sa sortie, une obligation de soins psychiatriques, et l'interdiction d'entrer en contact avec Léo sans l'approbation d'un futur tribunal. Céline a plaidé coupable pour mise en danger d'un enfant, violation d'une ordonnance de protection et diffamation. Elle a écopé de 9 mois de prison ferme, 3 ans de mise à l'épreuve, des excuses publiques obligatoires, et une lourde amende pour les dommages qu'elle avait causés en envoyant des inconnus harceler mon lieu de travail et ruiner ma réputation. Tous deux ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale. La villa de Guillaume a été vendue. La cave à vin, l'allée chauffante, les caméras intelligentes, la cuisine parfaite où personne ne cuisinait pour Léo. Tout cela s'est transformé en chiffres sur des documents juridiques. Un fonds de placement a été créé pour l'éducation, la thérapie, les soins médicaux et le futur logement de Léo. La même technologie dont Guillaume s'était vanté était devenue la preuve qui avait permis de financer l'avenir de l'enfant qu'il avait abandonné. Je m'attendais à ressentir un sentiment de victoire à l'énoncé du verdict. Ce ne fut pas le cas. Ce que j'ai ressenti, c'est un soulagement si profond que mes mains en sont devenues engourdies. La vengeance? La vraie vengeance, ce n'était pas de voir Guillaume baisser la tête pendant que les policiers l'emmenaient. C'était de voir Léo s'asseoir à côté de moi sans tressaillir quand la porte de la salle d'audience s'est refermée. C'était de savoir qu'il n'aurait plus jamais à s'excuser d'avoir faim, d'avoir froid, d'avoir peur ou d'être en vie. 2 mois plus tard, j'ai signé les papiers d'adoption simple. Mon nom de famille semblait étrange à côté du mot tutrice légale, comme si la loi avait enfin rattrapé ce que mon cœur avait décidé à 5 heures du matin.
Avec l'aide des dédommagements et du fonds approuvé par le tribunal, nous avons emménagé dans une petite maison de ville avec 2 chambres, dans une rue calme près de l'école de Léo. Ce n'était pas luxueux. Les placards de la cuisine coinçaient quand il faisait humide. La clôture du jardin avait besoin de réparation. La lumière du porche vacillait si le vent soufflait dans la mauvaise direction, mais le chauffage fonctionnait. Le réfrigérateur restait plein. La porte s'ouvrait de l'intérieur. Léo a choisi la petite chambre parce qu'elle donnait sur le jardin, et il disait qu'il aimait pouvoir regarder le vieil érable. J'ai peint les murs en bleu. Il a fait semblant de scène fichée, puis a passé 20 minutes à décider exactement où il allait accrocher son poster de football. La thérapie n'a pas été facile. Certaines semaines, il parlait à peine. D'autres, il posait des questions qui me brisaient le cœur d'une façon que je ne pouvais pas lui montrer. Pourquoi Guillaume me détestait-il? Est-ce que Céline un jour était vraiment ma mère? Si j'étais resté dans le garage, serait-il revenu avant que je meure? Je ne lui ai jamais menti, mais je ne lui ai jamais donné la cruauté comme réponse non plus. Je lui ai dit que les adultes brisés blâment parfois les enfants pour le vide qu'ils refusent de combler en eux-mêmes. Je lui ai dit que rien de tout cela n'était de sa faute. Je lui ai dit que l'amour ne se prouve pas par le sang, l'argent, les publications sur les réseaux sociaux ou les noms de famille. L'amour se prouve par la responsabilité. Lentement, Léo est redevenu un enfant. Il a rejoint un club de football local. Il a raté tous ses tirs lors de ses 3 premiers matchs, puis a marqué un but si beau que son entraîneur l'a soulevé de terre. Il a arrêté de cacher des barres de céréales dans son sac à dos. Il a commencé à inviter des amis à la maison. La première fois qu'il m'a demandé si on pouvait commander des pizzas juste parce que c'était vendredi, j'ai dit oui si vite qu'il s'est mis à rire. Ce rire a rempli la cuisine mieux que ne l'aurait jamais fait un meuble hors de prix. Le jour de l'anniversaire de cette terrible nuit, je me suis réveillé avant l'aube, terrifié à l'idée que le souvenir n'engloutisse la maison tout entière. Au lieu de cela, j'ai trouvé Léo dans la cuisine en train de faire griller du pain. Il a levé les yeux et a dit « Je vais bien, Tata Margot ». Puis il s'est corrigé presque timidement, je veux dire, je suis à la maison. C'était la fin que Guillaume et Céline n'ont jamais comprise. Ils pensaient que la famille, c'était la propriété. Ils pensaient qu'un enfant était quelqu'un à contrôler, à exposer, à discipliner et à faire taire. Mais la famille, ce n'est pas la personne qui verrouille la porte et appelle ça une leçon. La famille, c'est la personne qui l'ouvre et qui appelle la police quand la vérité a besoin d'être protégée.